Le cartographe des Indes boréales. Chapitre 52. L'odeur de Grubbs. La caravane s'arrêta peu après le cimetière de Nazafai. Les tombes étaient plus nombreuses que par le passé. Tandis que les hommes déchargeaient les traîneaux, Isgo prit un long paquet enveloppé dans un drap. Il marcha jusqu'à la parcelle entourée d'un muret de pierre. Il ouvrit le drap et en sordit les planches qu'il cloua en forme de croix. Isgo se recueillit sur les cailloux qui formaient la tombe de Kristen Malfelder. Des bruits de pas le firent se retourner. « Belle attention, même si ici le bois est plus utile pour faire chauffer la marmite. » Isgo reconnut l'homme. Il fut aussitôt sur ses gardes. Celui du bateau, de chez Frédéric, celui du Vasa peut-être. Le meurtrier de personne probablement. L'homme lui fit le même salut que la première fois. Cette bouche de travers, le côté avachi quand le droit méprisait, la description que Darja en avait fait. Isco s'efforça de ne rien laisser paraître. Que faisait ici le meurtrier d'Isaac? C'est vous qui m'avez salué du galion dans l'archipel de Stockholm. Nous nous connaissons d'avant? Je ne me rappelle pas. L'homme le regarda avec une sorte de sourire, évitant de répondre à la question. Il paraît que vous connaissez bien ces lapons? J'ai l'impression que vous vous y intéressez beaucoup aussi. L'homme reporta son regard sur le petit cimetière. Vous le connaissiez? Un des mineurs allemands arrivés au début de l'exploitation de la mine. Ah oui, les Allemands. Ils ont amené la technique de la poudre pour faire exploser la roche. On gagne du temps, mais ça ne donne pas plus de minerais. Mais ces gars, ils passaient leur temps à gémir. On ne les regrettera pas ici. L'homme se détachait sur la brume, mains sur les hanches, jambes écartées, menton relevé. Nous nous reverrons. Il fit demi-tour. Marcus Sand, qui arrivait, fit un pas de côté pour l'éviter. Ivar Grubbs, annonça Marcus à voix basse. Le second maître des mines, mais le premier des vachards. Grubbs avait disparu dans la brume, pas son odeur. Isco et Marcus avaient repris la route le lendemain, accompagnés de 4 lapons, du pasteur Lorientus Gotus, d'un autre Suédois, représentant du commissariat aux affaires lappones, et de 8 rennes de Bath. C'était la première fois qu'Isco s'engageait dans cette direction. Comme si souvent dans cette région, le ciel était totalement couvert de nuages foncés, avec des touches blanchâtres par endroits, là où le soleil parvenait à percer l'épaisse couche qui semblait déposée sur les montagnes. Certains sommets striés de roches et de neige disparaissaient au loin et se confondaient avec les alternances grisâtres des nuages. L'horizon n'existait plus. Le monde se refermait sur eux à mesure qu'ils progressaient. Les traîneaux glissaient sur la neige encore durcie de la nuit. L'un de leurs guides, Eret Lurfou, parlait quelques mots de suédois. Ivar Grubbs n'avait concédé qu'à contre-cœur de laisser à Isco autant de personnel, car il manquait cruellement d'hommes pour le transport du minerai. Les hommes tombent comme des mouches emportées par la maladie, se plaignait un responsable de la mine. Quand ce n'est pas de la pneumonie, les vapeurs de plomb les achèvent. Cette région devrait s'appeler Barbarie, pas Laponie. Mais la lettre de mission signée par Christina elle-même laissait peu de place à la discussion. Les lapons semblaient en tout cas satisfaits d'échapper à l'emprise de Grubbs. Isco avait vu le matin même comment le nouvel homme fort de la mine traitait les uns et les autres. Grubbs avait battu à coups de trique un berger qui protestait, car il devait retourner surveiller ses rennes qui allaient mettre bas dans les jours à venir. « Tes rennes n'ont pas besoin de toi pour mettre bas, idiot !» Le lapon se protégeait le visage, tandis que Grubbs lui donnait des coups sur le dos. « Tes rennes, c'est ici qu'ils sont. Il y a un dernier transport à faire, et tu vas le faire. Sinon, j'envoie mes hommes saisir tous ceux qui te restent. Tu comprends ?» Le lapon n'avait pas l'air de comprendre grand-chose, mais les coups de trique suffisaient. Des nonchalants avait lancé Grubbs, en voyant qu'Isco l'observait, toujours imprévisible, lent et sans vigueur pour accomplir un travail dur comme celui de la mine. La peste emporte ces misérables. La peste emporte, pensa Isco. Mais que faisait cet homme ici? Les hommes progressaient sur les plaques de neige fouettées par un vent d'ouest porteur d'une humidité glaçante.
Les Lapons avaient évoqué une bande de terre entre deux lacs sur un territoire plus lointain, utilisé par une saïda voisine de celle d'Eret Luvou, le guide Lapon. Isco lui avait demandé pourquoi il ne voulait pas de chapelle sur son propre territoire. Mais le guide avait paru ne pas comprendre la question d'Isco. Ils marchèrent plusieurs jours dans ces conditions, avec de nombreux arrêts afin qu'Isco puisse effectuer ses relevés et ses calculs sur des terrains quasi impraticables, marchant de nuit s'il le fallait. Marcus était pris d'affection pour son propre rôle et dessinait ce qu'il voyait, des paysages à la flore, qui tentaient de percer sur la couche de neige, allant jusqu'à réaliser des portraits des guides et d'Isco. Il en oubliait de se plaindre. Isco demandait aux Lapons comment s'appelaient ces sommets, et cela devint, lors de leurs nombreuses haltes, leur passe-temps favori. Isco tentait, comme il en avait pris l'habitude, d'associer les sommets lapons à des sommets basques. Et il était ainsi capable de reconstituer leur chemin en se récitant les noms basques des montagnes lapones qui se succédaient. Aiko Aria, le magnifique, Ziburumandi, Omega, Bereko Geno. Il permettait à Isco d'apprivoiser le pays lapon. Il le reliait à son enfance, à son monde connu, à ses escapades sans fin sur les sentiers avec Carmelo. Un sommet, un nom, un souvenir. Dans les contreforts des 3 sommets d'Aiko Aria, ils avaient semé des douaniers espagnols après 2 heures de course, alors qu'ils transportaient du tabac, sans en perdre un gramme. Aux Ziburumandi, ils avaient attendu une nuit sans dormir à prier, tandis qu'un orage terrible faisait trembler la montagne. Au pied de l'Onega, ils avaient perdu un âne, son chargement de brandy, destiné à un marchand hollandais de Bayonne, emporté dans le lac. Autour de Bereko-Geno, Carmelo et lui avaient pour la première fois de leur vie partagé leurs espoirs amoureux avec des jeunes filles rencontrées dans les trous d'eau de la baie. Une montagne, un souvenir indélébile. À l'arrivée au bord d'un torrent qui se jetait dans un lac en forme de tricorne, ils aperçurent quelques tentes. Les Lapons leur firent comprendre qu'il s'agissait de membres de leur saïda. Ils s'arrêtèrent pour la nuit. Les occupants des tentes sortirent pour les accueillir. Une douzaine de personnes s'alignaient devant les 3 tentes. Des vieux, des enfants, 3 femmes, dont l'une assez jeune. « Où sont les hommes » demanda Isco. Eret montra la montagne en direction de l'ouest, puis du nord d'où ils arrivaient. Certains devaient surveiller leur reine, d'autres se trouvaient au service de la mine comme eux-mêmes. Avec l'aide de quelques Lapons, Isco continua ses relevés. Eret vint regarder ce qu'il écrivait. Il ne savait sans doute pas lire, mais il comparait la carte qu'Isco traçait avec ce qui l'entourait, ne voyant visiblement pas de rapport, ce qui sembla le rassurer. « Pas de chapelle ici, crut-il bon de répéter. Ici, ce n'est pas bien. » Isco releva sa plume et regarda Eret avec intérêt. « Pourquoi pas bien ?» Le Lapon tendit les bras, puis imita un chaman tapant sur son tambour. Il étendit de nouveau les bras, comme s'il volait. Ces montagnes étaient habitées par des esprits, crut saisir Isco. Le Lapon voulait lui faire comprendre qu'une chapelle chrétienne n'y aurait donc pas sa place. Isco regardait autour de lui. Des chapelles avaient été érigées dans de tels lieux ailleurs en Laponie. « Montre-moi. » Eret Lurvou ne bougea pas, l'air buté. Isco montra la montagne et imita à son tour l'oiseau prenant son envol, puis le chaman frappant sur son tambour. Il fit signe ensuite de marcher avec 2 doigts, en indiquant Eret du menton. Il voulait le suivre. Eret comprit ce qu'Igo lui demandait. Il suffisait de voir son changement d'attitude. Il secoua la tête avec une énergie soudaine, apeurée. Il y avait donc des lieux de culte lapons non loin, et Eret savait où. Isco n'avait jamais pu en approcher, hormis la fois où, de loin, il avait aperçu David Seva se prosterner devant ce qui devait en être un. Isco, à l'époque, n'avait pas osé y retourner. Eret secouait toujours la tête. « Montre-moi, sinon, je construis une chapelle ici. »